il y a un film que j'attendais plus que tout au milieu de cette quinzaine, parce qu'on sait que la quinzaine, comme je le dis souvent, est un terrain d'expérimentation, et on y retrouve des réalisateurs qu'on sait qu'on ne retrouvera jamais en sélection officielle, alors qu'ils sont extrêmement talentueux, et c'est le cas notamment de Robert Eggers. Robert Eggers, il a réalisé un film il y a quelques années qui a secoué pas mal les gens et qui s'appelle The Witch. Et il revient avec une nouvelle bombe à nous envoyer dans la gueule, qui s'appelle The Lighthouse. Et comment ça défonce! Générique. The Lighthouse nous raconte l'histoire de Robert Pattinson et Willem Dafoe qui sont gardiens d'un phare. Un phare très loin des terres, ils sont obligés de s'y rendre en bateau et quand ils y sont, ils y restent 4 semaines. Willem Dafoe, ça fait longtemps qu'il garde ce phare, il a l'habitude, mais Robert Pattinson, c'est sa première fois. Il a pris ce boulot pour essayer de se faire un peu de pognon. Et au milieu de leur quotidien, parfois un peu ennuyant, vont se produire des choses qui sortent clairement de l'ordinaire. Je peux tellement rien dire de plus. Le premier truc qui surprend quand The Lighthouse commence, c'est que c'est un film en 1-1. Le 1-1, vous voyez, c'est le cadre qu'on utilise actuellement. Vous voyez, on est en 1-1. Ce cadre que les gens de YouTube adorent. C'est parce qu'on s'inspire de Robert Eggers et de Mummy de Xavier Dolan. Évidemment, c'est faux. Le film est en 1-1 et dans un noir et blanc de dingue. Le noir et blanc en question a été fait en utilisant des optiques qui sont extrêmement datées pour retrouver justement un certain grain d'époque. Et toute cette envie de créer des choses d'époque fait qu'on crée une lumière, fait qu'on crée des compositions d'images qui nous rappellent véritablement une partie du cinéma expressionniste allemand de Fritz Lang ou encore même des essais de Tarkovsky. Parce qu'il faut le dire directement, Robert Eggers sait composer des cadres qui nous en foutent plein la gueule. Et il l'a même dit en interview qu'il s'était inspiré de Tarkovsky. Donc voilà, vous imaginez bien la décharge émotionnelle qu'on va se prendre dans la face, juste visuellement. Dans le long métrage, il y a une sorte de jeu des textures en permanence. Vu qu'on est sur les pierres et que ça sointe la flotte et la saleté et qu'il y a des animaux autour, il faut qu'on ressente chaque texture comme si elle était palpable. Et ce qui est intéressant, au-delà de la plastique de l'image, c'est la manière dont il a de construire son récit dans une sorte d'ultra-réalisme permanent. Le but par le biais de l'image et par le biais de la narration est de nous faire ressentir une situation ultra réaliste, plus réaliste que le réalisme, au point de se dire, on est dans un documentaire. Tout se repose sur les détails infimes qui passent soit par une direction d'acteur qui est ultra léchée, soit par instant par des actions dont on se foutrait naturellement. Toute la journée, Robert Pattinson est obligé de faire des tâches ménagères assez ingrates pour le compte de Willem Dafoe. Tous les soirs, il se retrouve dans une sorte de hub central de jeux vidéo, vous savez, un hub où on choisirait le niveau. Le hub étant la scène de dîner où les personnages vont discuter et se faire un peu le récit de leur journée et en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et ben dans ces scènes au hub central, on est constamment dans la recherche du détail au plus proche de la réalité. Quel clin d'œil il peut faire, quelle chose il récupère sur la table, quel élément on n'a pas pensé au moment où il était en train de boire son verre qui en fait donnera un lien avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'il utilise cet ultra-réalisme permanent pour créer des incursions du fantastique. Parce qu'on est tellement continuellement à se dire tout ceci est vrai qu'à l'instant même où ne serait-ce qu'il y a une pointe de fantastique, notre suspension d'incrédulité fonctionne à balle et on y croit à mort. Vraiment, il y a des scènes où il n'y avait pas grand-chose dedans, mais tellement fantastique dans un truc d'ultra-réalisme qu'elles m'ont terrorisé en une image. Et pourtant, c'est pas un film d'horreur, mais il a le sens de l'image choc. Il y a des images qui vont vous marquer. Tout devient beaucoup plus fort, tout devient beaucoup plus palpable, comme je disais, et on finit par se demander au final, au milieu de ce réalisme, est-ce que le fantastique est réel ou non? Et c'est ça toute sa force, c'est de nous vendre un film qui sur le papier est quasi Lovecraftien et de nous faire douter jusqu'à la dernière image de si ce qu'on est en train de regarder est vrai ou non. Et j'aimerais vous dire beaucoup plus de choses sur le film, vous parlez de comment il construit ses personnages, leur évolution émotionnelle. Le problème c'est que ce serait vous spoiler une expérience que j'ai envie que vous découvriez complètement à neuf. Du coup, je peux pas en dire plus, sachez juste que à la quinzaine, c'était la bombe atomique de la quinzaine. Donc je suis très heureux, hein. Je vois pas mal de bombes atomiques en ce moment, cette deuxième semaine va être dingue. Je pense qu'on approche de quelque chose d'assez fucked up. En tout cas, nous on est encore à Cannes pour une semaine, on a encore plein de choses à voir, et très peu d'heures de sommeil. Pourquoi vous croyez que j'ai des lunettes? Parce que j'ai des cernes qui descendent jusque là, tu vois. Bref, on se retrouve très vite pour plus de vidéos, on a encore plein de choses à vous dire. Et à plus tard, au revoir.